Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Gros Plan. Nous y sommes avec un léger retard, veuillez nous en excuser. Comme nous l'avions annoncé, nous recevons Alain Orunla, porte-parole du duo Talon Talata. Il est là sur ce plateau pour nous parler de l'offre que le duo de la mouvance propose aux populations pour le quinquennat 2021-2026. Il sera notamment question des volets éducatifs, emploi des jeunes, sécurité, santé et réforme politique. Alain Orunla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré de partager ces quelques minutes avec vous, avec les téléspectateurs et téléspectatrices. Et surtout les internautes. Et les internautes. Alors, je suis avec Arnaud Doumanhou du site d'information Le Portail. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami Koshimo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Arnaud. Alors, déjà la campagne, vous avez déjà fait plusieurs jours sur le terrain. J'ai bien envie de vous demander comment se déroule cette conquête des Béninois. La campagne se déroule très bien. Il faut dire que nous avons été rodés, puisque, rappelez-vous, le président en exercice, Patrice Talon, a entamé une tournée qu'il a conduite dans toutes les communes de notre pays. Donc, ce premier exercice lui a permis de renouer avec la chaleur des populations, la chaleur des compatriotes. C'est donc au pas de charge et dans l'allégresse que cette tournée de campagne se déroule, où nous rencontrons une adhésion massive, une ferveur, une liesse des potentiels électeurs qui lui délivrent le satisfecit de ce premier bilan ou du bilan de ce premier quinquennat et qui se montrent très enthousiastes à l'offre qui est faite pour le quinquennat à venir, le quinquennat 2021-2026. Vous n'êtes pas seul sur le terrain, vous êtes avec vos concurrents, le duo Correa Gossa et Soumano Rumpé. Est-ce que vous avez l'impression que les populations ne réservent pas les mêmes accueils à ces deux duos également? C'est vrai que nous avons le bonheur de nous croiser de temps en temps. Ce que nous notons, c'est la vitalité de la démocratie, que de savoir qu'il y a des rivaux qui ont une offre certainement sérieuse, mais peut-être pas aussi sérieuse que la nôtre. Et le Bénin est divers, donc c'est tout à fait normal qu'ils aient également leur soutien. Et dans les développements du candidat Patrice Talon, il y a quelques phrases qui leur sont réservées, puisque ce n'est pas un pays monocolore, comme l'on dit. Donc nous comprenons très bien la diversité. Nous souhaitons bonne chance à nos rivaux, que nous avons la certitude de battre parce que nous avons l'expérience et une offre plus proche et plus adaptée aux Béninois. Ils nourrissent également la même certitude de vous battre également dans les urnes. Malheureusement, ils n'en ont pas les moyens parce que je crois que de ces deux duos, il y en a un qui n'a aucune expérience du pouvoir. Donc, il ne peut que proposer ce qu'on appelle un projet de société à l'exécution aléatoire. De l'autre, vous avez un duo qui a déjà participé aux affaires, notamment au cours des 10 années qui ont précédé l'avènement au pouvoir de Patrice Talon et qui ont fait la preuve de leurs limites. Nous autres, nous avons l'expérience, nous avons l'avantage de l'expérimentation d'un projet de société qui a été mué en programme d'action du gouvernement, lequel a été exécuté avec beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. La preuve, c'est que les Béninois ont compris, constatent que leur pays se transforme, avance. Et avec l'expertise acquise, l'adresse que nous connaissons au chef d'équipe, les propositions qui sont faites pour 2021-2026, qui sont réalistes et se greffent sur le programme d'action du gouvernement, ne peuvent qu'être des propositions chirurgicalement adaptées à la situation des Béninois. Il n'y a pas de concurrents en face? Oui, il y a des rivalités, mais nous sommes les meilleurs, c'est tout ce que j'essaie de dire. Nous sommes les meilleurs. Surprise, désagréable? Écoutez, on se prépare à tout, mais nous sommes sûrs de notre fait, puisque nous avons une offre sérieuse, une offre qui a déjà fait ses preuves. Nous avons la constance de l'expérience. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on. Ce qui s'est passé ces 5 dernières années et qui a révolutionné le Bénin, je ne pense pas que les Béninois ne soient pas suffisamment matures pour ne pas reconduire cette expérience renouveler cette expérience, surtout qu'aujourd'hui, le leadership est aguerri d'une connaissance, d'une maîtrise du terrain, d'une maîtrise des circuits financiers, des rouages de mobilisation de fonds et surtout de l'adresse des projets mis en œuvre qui permettent de constater que
le Bénin aurait pu décoller depuis plus longtemps et que c'est seulement maintenant, malheureusement, que nous parvenons à donner satisfaction à nos besoins les plus accrus, les plus aigus. Donc, je ne crois pas que les Béninois vont troquer cette certitude, cette expérience, cette expertise pour une aventure qui pourrait être ambiguë. Vous êtes le porte-parole du duo Talon Talata. Alors, est-ce que vous êtes entendu sur les grands éléments de votre discours au cours de cette tournée-là? Qu'est-ce que vous dites concrètement aux Béninois? Ce que nous disons concrètement, c'est que le développement, ça y est, que nous avons réglé les préalables qui ont tant manqué aux Béninois. L'eau potable, inaccessible aux Béninois, l'énergie électrique, les routes, les infrastructures marchandes, sportives, la santé, l'école, le développement, tout simplement, l'Internet, les GSM, tout manquait aux Béninois jusqu'à récemment. Et en moins de 5 ans, on a posé ces préalables au développement. On les a posés courageusement, avec succès, avec satisfaction. Avec un tel bilan, avouons-le, flatteur, nous n'avons pas besoin d'avoir un discours populiste, d'avoir un discours démagogique. On attire l'attention des Béninois sur l'offre concrète que nous faisons. Donc, nous n'avons pas grand besoin d'avoir un langage élaboré pour faire comprendre aux Béninois que par les actions du gouvernement qui est en train de terminer son mandat, nous avons réussi à donner de l'eau potable à 7 Béninois sur 10 et que par l'action du même ou de la même gouvernance, on aura une couverture totale en eau potable dans les 2-3 années à venir. Nous n'avons pas besoin d'un langage sophistiqué pour rappeler aux Béninois qu'avant 2016, l'électricité était pénible à avoir dans notre pays. On connaissait une forte période de délestage pour des raisons que vous savez. Nous nous approvisionnions à l'étranger, auprès du Nigeria, auprès de la CEB, qu'en dépit des factures qui étaient collectées sur les Béninois, on ne parvenait même pas à payer nos fournisseurs, puisqu'on a accumulé des dettes colossales et qu'on a gaspillé 40 milliards de nos francs pour la construction, une bonne idée, d'une centrale thermique, mais ces 40 milliards se sont envolés sans pour autant que la centrale bâtie ait pu allumer la moindre lampe. Eh bien, vous auriez noté qu'en l'espace de 5 ans, nous avons apuré toutes les dettes. Nous avons réussi à construire cette centrale de 125 mégawatts qui permet à notre pays de couvrir ses besoins d'énergie à hauteur de 50-60%. Une deuxième centrale thermique est en chantier, est en construction. Des centrales photovoltaïques ou solaires, une demi-dizaine à peu près, qui nous permettent d'espérer que nous aurons une couverture totale en énergie, une autonomie totale en énergie dans les 2 années à venir, que nous en aurions tellement que nous pourrions en revendre. Voilà un problème important qui a été réglé, un problème fondamental, parce que sans énergie, sans eau, il n'y a pas de développement. Sans les routes qui ont été construites, plus de 2000 km construites en l'espace de 5 ans, plus de routes ont été construites en 5 ans que jamais auparavant dans notre pays. Ça, c'est un constat, ce n'est pas de la propagande. Et que notre ambition dans les 5 années à venir, c'est que toutes les communes de notre pays soient reliées par le bitume, c'est-à-dire par des voies dites goudronnées. Il n'y aura plus aucune commune, aucune région qui ne soit reliée aux autres, interconnectée aux autres par les routes bitumées. Je ne passerai pas sous silence l'ambitieux programme d'asphaltage que vous avez pu découvrir à Cotonou, à Porto-Novo, à Abomey, dans la plupart de nos grandes villes. Un projet qui a transformé le visage de nos différentes villes. Mais qui n'est pas totalement achevé. Vous savez que l'asphaltage, c'est toujours... On ne construit pas un pays en une journée, ni en un mandat. Cette politique, ce projet va se poursuivre, puisque nous avons d'ailleurs une première phase qui vient de s'achever, une deuxième phase qui démarre bientôt, mais un programme, un projet de couverture totale de notre pays dans les 5-10 années à venir. En tout cas, une part prépondérante sera exécutée dans les 5 années à venir, avec la certitude que nos villes principales, Cotonou, Parakou, Porto-Novo, seront totalement
assainis et asphaltés. Le programme va se dérouler sur les autres communes dans de larges proportions. Nous n'avons pas prévu d'asphalter totalement les autres villes. Ça se fera un peu plus tard, mais l'asphaltage va gagner la plupart des autres communes, à part Cotonou, Porto-Novo et Parakou, qui seront totalement asphaltées. Autant d'actions, mais est-ce que vous pensez réellement que les populations à la base sont touchées? Parce que le discours après, c'est autre chose. Quel est le discours? On a faim, on a serré les ceintures, on ne ressent pas la gouvernance dans le panier de la ménagère. Non, vous allez trop vite. Souvent fait vous allez trop vite en besogne. J'ai eu l'occasion d'accompagner le chef de l'État dans sa tournée de reddition des comptes. Ce que j'ai noté, c'est que dans chaque localité, il y a une réclamation, une revendication de ce qui se fait ailleurs. Dans toutes les villes, les maires, les populations réclament leur part d'asphaltage, réclament leur part d'assainissement. Cela contredit ce que vous dites, que les populations sont indifférentes à cela. Ceci dit, nous connaissons ce qui se dit aussi dans ce pays. Il y a déjà très longtemps, on s'est demandé si c'est pavé, on va manger. Effectivement, nous avons conscience qu'on ne mange pas le bitume, on ne mange pas la route. C'est pour cela que le prochain quinquennat, sans que celui-ci n'ait privé personne de nourriture, le prochain quinquennat sera axé sur l'épanouissement individuel. Après que nous ayons fait le travail de la communauté, nous ayons travaillé au bien-être de la communauté, parce qu'un pays sans route, un pays qui ne peut pas se développer, un pays sans électricité, c'est un pays qui ne peut pas se développer, la qualité de vie s'en ressent, hein, coupure intempestive de courant, c'est pas agréable pour les populations. Avec ce qui a été fait sur le plan de l'électricité, il va y avoir la lumière partout, on va pouvoir vaquer tranquillement à toutes sortes d'opérations, ça améliore également le cadre de vie, donc on ne peut pas dire que les populations soient indifférentes à cela. Maintenant que nous avons réalisé ces préalables dans même autres domaines, ce n'est pas que les routes, ce n'est pas que l'électricité, ce n'est pas que l'eau, encore que ce n'est pas rien, c'est l'Internet, c'est le cadre de vie, c'est les hôpitaux, c'est les activités. Maintenant, ce quinquennat sera axé sur le bien-être individuel et le développement se ressentira dans la poche de chaque Béninois, dans son ventre et dans son être. Donc, on va étape par étape. Il y a l'étape des préalables et il y a l'étape de l'accélération du développement. Le président de la République, enfin, le candidat à sa propre succession, Patrice Talon, lorsqu'on l'écoute sur le terrain, on a l'impression que d'ici 1 ou 2 ans, le Bénin sera comme un petit Paris. Et après, on se demande quelles sont les actions qui ont été déjà menées pour qu'on en arrive là. Parce qu'il parle par exemple de l'eau pour tous, de l'électricité, couverture totale du pays d'ici 1 an, 2 ans. Quelles sont les actions, quels sont les jalons qui ont été déjà posés pour qu'on soit sûr que d'ici 1 ou 2 ans, on aura de l'eau pour tous, on aura de l'électricité en permanence? Mais les jalons sont visibles. Nous sommes tous d'accord que jusqu'en 2016, parce qu'on est comptable de notre bilan, le taux de couverture ne dépassait pas les 20, les 30%. On parlait quand même de 50%. Non, ce n'est pas ça. Parce que si vous avez été attentif, il y a beaucoup d'argent qu'on a gaspillé dans ces programmes d'adduction d'eau. On a creusé de faux forages. Il y a eu, on va dire, un gros leurre. Il y a eu beaucoup d'éléphants blancs. Et je crois qu'on s'est précipité, n'est-ce pas, dans l'annonce des taux de couverture. Cela nous a également joué des tours, puisque de bonne foi, nous pensions qu'un travail sérieux avait été fait. Mais on a découvert le poteau rose. On s'est rendu compte que les chiffres ont été gonflés, ce qui nous a amené à revoir à la baisse notre taux de couverture, parce que l'ambition du quinquennat passé, c'était de parvenir à une couverture à 100% d'eau potable. On n'y est pas parvenu en raison de ces petits éléments qui ont pu tromper. Mais concrètement, on a abordé la question de manière courageuse. Notre pays, dans bien des régions, paraissait difficile à forer. Les projets, programmes d'adduction d'eau, de construction de barrages étaient si considérables, si pénibles, que peu de gouvernements ont réussi à s'y attaquer avec succès. Eh bien, les 5 années passées, on l'a fait courageusement. Concrètement, on a dépensé près de 200 milliards de nos francs CFA dans ce programme d'adduction d'eau. C'est 5 fois
en 5 ans ce que le gouvernement précédent a dépensé en 10 ans. Sans grand succès d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de gaspillage, il y a eu beaucoup de détournements. C'est avec ces efforts, cette expertise, cette adresse dans la mise en œuvre du programme que nous sommes parvenus aujourd'hui à donner de l'eau potable à 70 Béninois sur 100. Ce n'est pas rien, ce n'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas rien. C'est en tout cas inédit dans notre pays qui était désespéré sur la question. Quand on a fait cela et que ce constat s'impose à tous, on ne peut pas douter de la capacité de cette gouvernance à apporter de l'eau potable aux 3 autres Béninois sur 10 qui restent, ou aux 30 sur 100 qui restent. C'est ainsi qu'avec les investissements qui seront faits, les expertises qui seront poursuivies, nous estimons que dans les 2 années à venir, ce ne sera même pas jusqu'à la fin du quinquennat, mais on le dit par précaution, nous apporterons de l'eau potable à tous les Béninois. Et ainsi que le dit le candidat, si l'eau potable n'est pas dans la maison de chaque Béninois, l'eau potable sera à proximité, à portée de main. Donc, ce qui s'est fait par le passé renseigne déjà sur les possibilités et les perspectives. On a fait le plus dur, il ne reste plus qu'à achever. Le même constat vaut pour la route. Nous en avons construit plus de 2000. Le Bénin n'est pas si étendu que cela. Il fallait s'y attaquer courageusement. Vous voyez que les routes qui sont construites sont meilleures en qualité. Ce n'est pas le bricolage que nous avons pu déplorer. Des routes qui sont construites à la hâte et qui, au bout de 6 mois, 1 an, maximum 2 ans, se dégradent. Là, nous avons des routes qui sont construites pour durer. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des routes pérennes, mais avec un peu d'entretien, l'assiduité dans l'entretien, on conserve nos routes et on va en construire d'autres de même qualité pour couvrir tout le territoire national. Ce qui a été fait convainc de la capacité de notre gouvernance à achever le reste. Le même constat vaut en matière d'électricité. Bref, vous devez reconnaître que nous venons vraiment de très loin. Le pays n'a pas été construit, on n'a pas songé, ou on n'a pas eu les moyens. On ne va pas dire que rien n'a été aussi fait. Nous ne disons pas que rien n'a été fait. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Mais on aurait pu mieux faire. Ce que je veux dire, si les gouvernants s'étaient attaqués sérieusement à nos problèmes de développement, ils avaient fait face aux défis de nos besoins, comme le gouvernement de Patrice Talon l'a fait en 5 ans, on serait déjà très très loin. C'est tout ce que nous disons en toute humilité. Nous ne disons pas que nous avons inventé le Bénin, mais nous l'avons réinventé et nous avons fait face sérieusement aux différents défis qui se posaient à notre pays. Nous avons démontré notre capacité à surmonter nos difficultés et à satisfaire nos différents besoins. Et ce qui fait la différence, c'est la bonne gouvernance. On va y venir si vous le souhaitez. Oui, vous étiez en train de dire tantôt qu'on a pris le temps de construire tout ça, de mettre en place les routes, l'électricité, l'eau, et que maintenant il y aura un mieux-être pour les Béninois, c'est-à-dire un développement individuel. Aujourd'hui, l'une des questions fondamentales, c'est la question de l'emploi. En 5 ans de gouvernance, on n'a pas eu l'impression que véritablement le taux de chômage a chuté. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Quelle garantie on peut y avoir de ce que les 5 ans à venir, les Béninois vont beaucoup plus trouver, il y aura beaucoup d'entreprises créées et que des jeunes vont trouver de l'emploi? D'abord, ce n'est pas exact de dire que le gouvernement qui est en train de finir son mandat n'a rien fait contre le chômage. Il y a une politique très élaborée de réduction du chômage et de promotion de l'emploi qui a connu quelques résultats. Vous avez beaucoup de programmes qui ont été proposés aux Béninois. Le dernier, en l'occurrence, qui est le programme spécial d'insertion dans l'emploi, où l'État a décidé de subventionner plus de 2000 emplois par an, payés aux employeurs dans divers domaines et qui peinent à recruter. Ce qui pose le vrai problème de l'éducation et de la formation. Nous avons un système éducatif qui forme à l'enseignement général, qui ne prépare pas les gens à l'exercice d'un métier. Ceci est également la cause du fait que beaucoup d'usines n'ont pas pu s'implanter. Comment voulez-vous avoir des emplois sans usines? Comment voulez-vous avoir des emplois sans des sociétés de négoce, etc.? Comment voulez-vous avoir ces sociétés s'il n'y a pas
des finances assainies dans le pays, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'électricité, comment voulez-vous avoir une usine qui va tourner au fioul? Non, ce n'est pas rentable. Donc, on avait déjà ces difficultés, ces goulots d'étranglement, sans compter le fait que quand vous n'avez pas de main-d'œuvre qualifiée, aucune usine ne peut tourner, aucun investisseur ne peut chercher à s'établir chez vous. C'est pour cela que nous avons l'ambition de changer l'orientation de l'éducation. On continuera certes à former nos enfants, nos petits frères à l'enseignement général, c'est nécessaire, mais le focus est mis, le curseur est mis sur l'enseignement technique professionnel. Est-ce que ce n'est pas trop facile de dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu, il y a un plus long niveau de l'éducation, formation, emploi, qu'on n'a pas pu créer suffisamment d'emplois? Est-ce que ce n'est pas trop facile? Non, vous ne comprenez pas. Les jeunes ne sont pas formés à un emploi. Vous-même, vous dites, quand on parle d'emploi, tout le monde ne va pas être sociologue, tout le monde ne va pas être historien. On a besoin d'ouvriers qualifiés, on a besoin d'ingénieurs dans tous les domaines. Écoutez, on a voulu, le président donne souvent cet exemple, déployer la fibre optique dans notre pays, nous qui aimons GSM, Internet. Mais on a trouvé quasiment personne au Bénin pour faire ce travail. On a dû recourir à de la main-d'œuvre ivoirienne et togolaise pour réussir à déployer la fibre optique. Parce que nous n'avons pas de jeunes formés à cette technique. Et ce constat vaut dans bien des domaines. Donc, avec ce déficit, vous ne pouvez pas avoir d'entreprises qui viennent s'installer ici au Bénin. Et je ne dirais même pas que ce n'est pas que le fondamental, mais comment voulez-vous que les gens viennent s'installer dans un pays où nous n'avons pas d'électricité? Donc, ces préalables étaient nécessaires à lever, à poser. Et la réorientation du système éducatif pour que les jeunes soient formés à un métier. Et donc, pour avoir une main-d'œuvre susceptible d'intéresser et d'attirer les usines, les entreprises. En ce moment-là, il va y avoir beaucoup plus d'emplois pour les uns et pour les autres. Surtout avec les efforts d'investissement et d'engagement que l'État fera lors du prochain quinquennat. L'État va s'engager dans des domaines naguère réservés au privé pour pouvoir stimuler la production, stimuler le développement des entreprises, des usines, des industries et donc pourvoir à la demande d'emploi pour un personnel qui aurait été qualifié parce que nous aurions ajusté la formation. Et comme je vous parlais de réorientation du système éducatif, orienté dorénavant vers l'enseignement technique et professionnel, nous proposons dans les 5 années à venir de construire une centaine d'écoles techniques, de lycées techniques, principalement agricoles. Et dès 2023, il est prévu la création de 30 lycées techniques ou écoles agricoles qui vont former les jeunes au métier de l'agriculture avec le projet phare que nous avons dans le domaine de l'agriculture. Nous y viendrons si vous le souhaitez. La réhabilitation des 17 lycées techniques, qui ne sont que des lycées que de nom, parce que les outils pour y travailler sont obsolètes. Il va falloir donc les réhabiliter, les rééquiper, les doter de budgets de fonctionnement significatifs et former les enseignants à la formation de ces nouveaux apprenants. Je parlais justement de la création de 7 écoles de formation aux métiers de référence dans les domaines du numérique, de l'industrie, de l'automobile, la mécanique, la menuiserie. Former de bons techniciens, de bons ouvriers rompus à la tâche qui n'auront plus même besoin d'aller à la recherche de l'emploi, puisque c'est l'emploi qui va leur courir après et qui va les rechercher. En 2026, est-ce qu'on ne risque pas de tenir le même discours, surtout quand on sait qu'on a promis faire le job? En 5 ans après, on se rend compte que les 5 ans ne suffisaient pas. Parce que là, vous déroulez quand même un programme, en griffe séduisant, mais quels sont les moyens dont vous disposez? En 2026, est-ce qu'on ne risque pas de venir faire le même diagnostic? Notamment dans le secteur agricole, dans le projet Talon Talata, on lit l'aménagement de 500 000 hectares et la création de, en tout cas, une certaine répartition, pas produit. Mais on ne voit pas un agenda, on ne voit pas une planification, on ne sait pas à quelle échéance. Est-ce qu'à la fin, on ne va pas finir pour dire, mais finalement, il nous faut encore 5 ans pour poursuivre le job? Non, ce n'est pas la marque de fabrique de la gouvernance de Patrice Talon. Ce qu'il dit, le fait. Ce qu'il fait, il le dit aussi. Le projet
agricole est le suivant. Nous avons des terres à foison qui sont inoccupées, inutilisées. L'ambition, c'est d'aménager 500 000 hectares. Ce n'est pas difficile à trouver au Bénin. 500 000 hectares sur lesquels l'État prendra sur lui de planter, de complanter des anarcadiers. Ça se cultive dans notre pays. Donc on va passer à une culture intensive. Du palmier à huile, on revient là-dessus. Vous savez que nous avons été pionniers en la matière avant que la filière ne soit mal gérée. Nous y revenons. L'État prend sur lui de planter ces 500 000 hectares de palmier à huile, de cacao, on va y revenir, et des arbres fruitiers que nous avons l'habitude de cultiver. Ces 500 000 hectares plantés seront mis en concession à des exploitants agricoles qui peuvent l'exploiter à titre individuel ou en coopérative. Quelle est l'innovation? L'innovation, c'est que nos exploitants n'ont pas toujours les moyens d'aménager 5 hectares, 10 hectares. Très peu ont ces moyens. L'État se servira de nos ressources pour aménager ces espaces et les remettre en concession pour une exploitation qui forcément va rapporter aux uns aux autres. La même politique sera observée en matière de rizerie, où l'État va prendre sur lui d'aménager 50 000 hectares de bas-fonds, de toutes les terres propices à la culture du riz, ce qui permettra à notre production, qui a considérablement évolué, puisque nous sommes passés de 200 000 tonnes l'an à 400 000 tonnes l'an en moins de 5 ans. L'ambition là, c'est d'aller à 1 million très rapidement de production annuelle. Et nous ne sommes pas incapables de ces efforts, puisque par les efforts nourris, nous sommes parvenus à être premiers producteurs de coton en Afrique. Oui, la question là, surtout, c'est la transformation et la vente. On y vient. Les industries, comment est-ce qu'on va le faire en 5 ans? C'est progressivement. Vous ne pouvez pas aller à l'industrialisation sans l'énergie électrique. Il y a une méthode. Nous ne pouvons pas aller à l'industrialisation si nous n'avons pas suffisamment produit. Et vous en avez donné la garantie, l'électricité. Non, nous sommes... Ben oui, on n'a pas pu le faire il y a 5 ans parce qu'il y a un préalable que vous ne pouvez pas occulter et qui a d'abord été réglé. C'est étape par étape. Donc là, on dope la production agricole, on s'occupe bien sûr de ce que nous savions déjà faire, c'est-à-dire la culture maraîchère, la culture des céréales. On continuera de produire en grande quantité le maïs, le soja, le mil, le sorgho, etc. Et les tubercules dans certaines régions. Bref, l'agriculture va changer de visage. Et n'oubliez pas la mécanisation qui va s'y rajouter. L'État va faire acquérir aux producteurs, aux exploitants, des machines agricoles, des tracteurs à prix subventionnés. Tout cela va se faire sur la base de quelles ressources? Les mêmes ressources que nous savons gérer, on va y venir. On dirait que vous êtes pressé. Vous savez, vous ne pouvez pas poser les 2 pas en même temps, sinon vous risquez de tomber. C'est un pas après l'autre. Donc, on va d'abord produire avant de transformer, n'est-ce pas? Donc, cette mécanisation et les investissements considérables que l'État fera pour permettre l'accès des exploitants au crédit, comme l'accès des artisans, parce que c'est souvent le goulot d'étranglement. Tout a une cohérence, tout a une cohésion. Nous avons déjà commencé en matière agricole avec le Fonds national de développement agricole qui a été doté d'un budget considérable de plus de 100 milliards de francs CFA à disposition des exploitants. Un budget qui va augmenter, doubler, tripler, quintupler même s'il le faut, pour que nous puissions développer les différentes filières agricoles qui, pour certaines, ont fait la gloire de notre pays. Nous en sommes capables. Une fois que nous avons cette production et cette projection, c'est dans les 5 ans à venir, nous pouvons passer à l'industrialisation, à la transformation. C'est pour ça que nous avons mis ça en bout de chaîne, puisque ce qui empêchait cette industrialisation a été levé. Ce qui empêchait cette industrialisation, c'est la pénurie d'eau, c'est l'inexistence de l'électricité, c'est l'absence de routes et de routes confortables pour l'écoulement des produits. Donc, ces préalables ont été posés. La formation de ceux qui vont être employés dans ces diverses filières, assurée. En ce moment, nous avons tout ce qu'il faut pour aller vers l'industrialisation. Par la formation, parler de la formation technique, le chef de l'État, nous l'avons entendu dire, il s'en est pris un peu aux enseignants du supérieur. Dès que vous avez résolu le problème au niveau technique, au niveau du supérieur, si tant est que les enseignants du supérieur sont mal formés, est-ce qu'il y a une perspective en vue?
ce n'est pas exact que le chef de l'État s'en ait pris. Nous sommes à l'ère des réformes, c'est-à-dire que nous avons des gens bien formés, il n'y a pas de doute. Le président a toujours reconnu que pris individuellement, le Béninois est capable de bien des prodiges. Mais c'est le collectif qui pose problème parce qu'il y a des difficultés de gouvernance. Vous m'aviez posé une question tout à l'heure en disant où est-ce que vous allez trouver les ressources. Mais on les trouve là où on les a trouvées jusqu'à présent, auprès des Béninois. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas pu se faire depuis 1960 et qui a pu se faire en 5 ans? C'est la gouvernance. C'est qu'on est allé courageusement dans la collecte assidue des ressources de l'État et dans leur gestion rationnelle. Avant, on collectait les impôts au petit bonheur, la chance, et on dilapidait, on détournait. Depuis 5 ans, nous avons changé notre manière. Il y a également beaucoup d'emprunts au cours de ces dernières années. Nous avons changé notre manière de faire les choses. On collecte les impôts et on ne les gaspille pas, on ne les détourne pas. Et c'est ça qui a permis de construire les infrastructures qui vous font si mal, mais qui existent. Après, vous l'avez dit, les gens se demandent si on va manger les infrastructures. Non, mais qui existent, c'est petit à petit. Personne n'est mort de faim, les salaires ont toujours été payés. Ce qui n'a plus cours chez nous, c'est l'argent volé, précisément. Nos ressources, qu'on ne permet plus qu'elles soient volées, ont permis de construire toutes ces infrastructures et nous permettent aujourd'hui d'être assurés que nous allons faire face à tous nos besoins, satisfaire toutes nos exigences. C'est ce même argent qui nous permet d'aller sur le marché de l'emprunt. On ne prête qu'aux riches, vous connaissez cette expression, on ne vous prête pas plus que vous ne pourriez payer. Et quand le riche prête trop, ça peut aussi... Le riche ne prête pas trop, on est suffisamment adroit pour prendre le strict nécessaire que nous savons capables de rembourser à terme, parce que nous ne voulons pas laisser de dettes aux générations à venir, juste pour compléter nos efforts. Le fait qu'on nous prête de l'argent, c'est le signe que nous avons assaini nos finances et que nous avons une économie en forme. Quand nous avons... Cette politique dit qu'on a prêté plus en 5 ans qu'en 20 ans. Mais évidemment, les choses n'étaient pas ordonnées. Les choses n'étaient pas ordonnées, il faut le reconnaître. Quand on a besoin de 100 francs, on veut nous prêter 1000 francs. Quand on a besoin de 1000 francs, on veut nous prêter 1 million. Mais le gouvernement est suffisamment habile pour prendre juste ce qu'il lui faut pour développer rapidement, parce que nous n'allons pas remettre le programme d'autonomie énergétique à 50 ans, 60 ans, ou dire que nous allons construire nos routes seulement dans 50 ou 60 ans, alors que nous avons la possibilité de le faire et de rembourser aussitôt. Donc, il n'y a pas d'hypothèque sur l'avenir des Béninois. Ce gouvernement ne va jamais s'endetter pour que ce soit dans 2-3 générations que nos enfants, nos petits-enfants aient à supporter cette charge. Et ça, c'est inédit. Est-ce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, vous entendez recruter des enseignants, des expatriés pour venir enseigner aux étudiants, puisqu'il y a un problème visiblement, en tant que chef de l'État, il y a un problème qui se pose dans la formation d'enseignants supérieurs. Et quand je lis dans le programme « Mettre en place le dispositif de recrutement d'enseignants de réputation internationale », qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Mais réputation internationale, ça ne veut pas forcément dire étranger. Non, mais est-ce que ça veut dire que... Puisque on estime que chez nous, déjà, les enseignants du supérieur sont mal formés. Non. Est-ce que ça veut dire que... pas du tout. Quand on dit réputation internationale, ça ne veut pas dire que c'est forcément un étranger. Il y a beaucoup de Béninois. Déjà sous-entendu qu'ici, déjà, ils sont mal formés au supérieur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ici, déjà, ils sont mal formés. C'est une question de gouvernance, c'est une question d'approche, c'est une question de leadership. Nous ne manquons pas de talent. Ça, il faut le savoir. Mais nous n'avons pas toujours su faire les choix collectifs rationnels qui nous permettent d'atteindre nos buts. Et l'ambition, les propos du président, c'est de dire que en concertation avec le personnel, les universitaires, nous allons réformer la manière de recruter et de gérer la carrière des universitaires, comme on a pu le faire dans différents corps de métier. Il ne faut plus qu'il y ait de mammouth. Le mammouth doit être dégraissé. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui va venir de là-haut. C'est une idée qui va être lancée, examinée avec les concernés, réfléchie ensemble et arrêter une manière de regouverner, de recoloniser notre système éducatif pour qu'il soit performant. Les exigences d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'hier, où on pouvait y aller tranquillement.
ça vaut aussi pour la mécanique. Quand nous parlons de réforme, quand nous parlons du système éducatif, vous allez au lycée technique de Cotonou, où le président a demandé un rapport, mais on est venu lui dire que c'est un musée. Hein, vous avez des moteurs à carburation que plus personne ne fabrique depuis la dernière guerre mondiale, et c'est sur ça que on exerce nos enfants qui vont se retrouver confrontés sur le marché avec des moteurs à injection, voire des moteurs électriques. C'est obsolète, c'est désuet. Vous pouvez former 50 000 personnes qui ne seront jamais compétentes, jamais efficaces. C'est la même chose pour les enseignants, même du haut niveau. Généralement, quand ils ont atteint le sommet, ils ont tendance à se reposer sur leur laurier, alors que les connaissances bougent. Donc, il s'agit tout simplement de rafraîchir, de mettre en place un système qui permette d'être en alerte permanente, d'être en renforcement permanent de capacité, pour utiliser une expression qui nous est chère. Voilà, c'est des réformes un peu partout, par une équipe qui a déjà prouvé son habileté, son adresse dans le diagnostic et dans la thérapie. Donc, il ne s'agit pas de bousculer pour rien, il s'agit de bousculer pour parvenir à des résultats. La gouvernance politique n'a pas été également l'une des plus reluisantes au cours du mandat. La révision de la Constitution, réforme du système partisan et tout le carcan qui a eu autour. Aujourd'hui, vous entrevoyez poursuivre la dynamique en matière de gouvernance politique. Qu'est-ce qui est prévu pour les 5 prochaines années? Mais ce qui est prévu, c'est dans le prolongement de ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est la consolidation de la démocratie. Des libertés que nous avons toujours su consacrer, et surtout de l'état de droit et de la promotion de la bonne gouvernance. C'est cette bonne gouvernance, c'est la promotion de cette bonne gouvernance qui fâche. C'est quoi la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, c'est d'abord une lutte implacable contre la corruption. Notre pays a végété dans la corruption pendant de nombreuses décennies. C'est pour cela qu'il n'a jamais bougé. Et quand on dit lutte contre la corruption, ça s'adresse évidemment à l'élite. L'élite, bien souvent politique, qui, à la faveur de ce statut politique, se retrouve à gérer les ressources de notre pays et, pour la plupart, à les détourner. Quand on parle de bonne gouvernance, c'est une lutte acharnée, implacable contre l'impunité. Ça s'adresse à la même élite politique qui se retrouve aux affaires, qui non seulement détourne allègrement, mais n'est pas exposé à la reddition des comptes. Mais cette lutte-là, parfois un peu... N'est pas exposé à la reddition des comptes. Alors, quand on vient dire, on va mettre un terme à tout cela parce que c'est ça qui nous entrave, il y a des grincements de dents. Et comment ne pas faire cette promotion quand vous savez que dans notre pays, lorsqu'un voleur de moutons échappe à la vindicte populaire et se retrouve dans les griffes du parquet, un voleur de moutons peut se retrouver 2 ans en prison, 3 ans en prison. Un voleur de coq, un mécanicien à qui vous remettez 20 000, qui ne vous répare pas votre véhicule, vous allez le signaler, il est puni, il peut se retrouver en prison. Et pourquoi un dirigeant de société d'État, un ministre, accusé, soupçonné d'avoir détourné des dizaines de milliards de francs CFA, ne répondrait-il pas de son forfait ou de sa gestion? On est un état de droit et nul n'est au-dessus de la loi. Ceux qui gèrent doivent rendre compte. Ceux qui gèrent mal ou contre qui pèsent des soupçons, des accusations de prévarication doivent répondre devant les juridictions de leur pays. Ne pas comprendre cela, lutter contre cela en disant que la gouvernance pose problème, c'est ne pas aimer notre pays, c'est ne pas aimer ce qui est juste. Donc, nous continuerons la promotion de cette bonne gouvernance qui nous a permis essentiellement de commencer à résoudre et à un rythme à nul autre pareil en 5 ans ce que les Béninois n'ont pas pu régler en 60 ans. Donc, on continuera la promotion de cette renforcement de la démocratie. Est-ce que, par rapport, le bien n'est pas très bien placé aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être fait en matière de démocratie, notamment, parce que vous le disiez tantôt, du renforcement de la démocratie? Mais le renforcement de la... C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand on demande à un détourneur de fonds de rendre compte, il estime que la démocratie est mise à mal. Quand des proches du président de la République, des proches de la mouvance, et ils sont nombreux, se retrouvent en difficulté avec la loi, qu'ils sont jugés,
qui sont envoyés en détention, il n'y a pas de problème. C'est normal, là, la démocratie fonctionne. Mais quand il y en a quelques-uns, quelques individualités, qui précisément, parce qu'elles ont détourné les fonds et ne veulent pas rendre compte, se mettent sur la tête une casquette d'hommes politiques et d'opposants, commencent à crier à la chasse aux sorciers. Non, il ne peut pas y avoir de discrimination en la matière. Tout le monde rend compte. Nous sommes dans un pays où le président rend compte. S'il fait mal, il est jugé, il est critiqué, il peut être jugé par les tribunaux. Quand un ministre fait mal, il rend compte. Quand un médecin fait mal, il rend compte. Quand un gendarme fait mal, il rend compte. Alors pourquoi il y aurait une catégorie dans ce pays qui ne devrait pas rendre compte du tout de ce qu'on peut avoir à lui reprocher et qui bien souvent est vrai? Aucun de ces hommes auxquels vous faites référence n'a jamais clamé son innocence, n'a jamais dit qu'il n'a pas géré et qu'il n'a pas mal géré. Ils disent tout simplement qu'on les poursuit parce qu'ils ne sont pas mouvanciers. Donc vous le savez, vous connaissez la question. C'est pour ça que je vous ai... tous ces opposants aujourd'hui qui se retrouvent dehors et qui estiment que pour l'unité nationale, je vous ai dit, renforcement de la démocratie... C'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas juste. Et quand vous n'êtes pas juste, votre raisonnement ne peut pas l'emporter. J'ai commencé par vous donner l'exemple de gens proches du régime qui se sont retrouvés en prison. Vous voulez que je cite des noms? Non, pas besoin. Bien. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Parce que c'est une lutte implacable. Ils sont beaucoup plus nombreux. Jamais la presse ne se soulève pour dire il y a violation des droits de l'homme. C'est normal. Quand un conseil du président, parce qu'on le soupçonne d'avoir touché des pots de vin, se retrouve en prison, silence radio, la démocratie fonctionne. Quand bien d'autres se retrouvent empêtrés dans des affaires ci et là, qu'on les envoie en détention, dans l'indifférence totale, tout va bien. Mais quand il s'agit de gens contre qui pèsent des soupçons et des accusations de détournement de dizaines de milliards, là, ça devient chasse aux opposants. Oui, mais les vrais opposants, comment on fait pour que des acteurs du système... Les vrais opposants sont à Cotonou. Ils parlent très fort, ils mènent leur campagne, ils sont sur le terrain, en toute liberté, en toute quiétude, parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. C'est pas plus compliqué que ça. Comment on fait pour que des acteurs du système se retrouvent justement dans ces histoires de corruption? Surtout quand on prône la lutte contre la corruption, justement. Mais écoutez, nous sommes des hommes, et nous sommes sur la terre des hommes. Ce n'est pas parce que Patrice Talon dit « je fais une lutte contre la corruption » que nous abandonnons tous nos travers. Il y en a toujours qui tentent. Mais ce qui est important, c'est que quand ils tentent et qu'ils sont pris, ils sont jugés. C'est ça la règle. Ils sont jugés sans complexe et sans complaisance. Et là, il n'y a pas de problème. C'est le reproche que j'adresse à ceux qui parlent fort de la chasse aux opposants. Non. Quand la justice s'intéresse à quelqu'un, ce n'est pas son statut de politique ou d'homme de la mouvance ou d'opposant. Il s'intéresse à son statut de délinquant pour que les choses soient bien dites. Quand vous volez, quand vous vous mettez en marge de la loi, la juridiction, la justice s'occupe de vous. Et vous n'avez pas besoin de faux fuyants ou de faire semblant de crier au loup alors que le loup ne vous a rien fait. Quand on parle de renforcement de la démocratie, c'est aussi les libertés. Aujourd'hui, on sait un peu comment est-ce que le Bénin se positionne en termes, par exemple, de liberté de la presse. Comment est-ce que vous analysez les 5 ans qui arrivent? Qu'est-ce que vous comptez faire, justement? Ben, écoutez, vous posez la question au bienheureux que je suis. Il n'y a pas de pays où la liberté de la presse soit plus garantie qu'au Bénin. Parce que ici, il n'y a pas de guerre. Le dernier classement... d'abord le classement. Occupons-nous de la réalité. Le Bénin n'est pas en guerre où on vient tuer les journalistes. Il y a beaucoup de pays qui sont en guerre où les journalistes ne peuvent pas exercer. Même dans des pays tranquilles, des journalistes perdent la vie parce qu'ils ont écrit, parce qu'ils ont caricaturé. Ça se passe dans bien des pays. Nous n'avons pas une législation ici parce que nous sommes régis par le Code de l'information qui, nulle part, n'a criminalisé la moindre infraction. Donc, d'où est-ce que ça vient que l'on parle d'entrave à la liberté de presse? Une presse qui est tellement libre qu'elle invective les autorités, le président de la République en toute impunité. Le mal vient de ce que, parmi vous se trouvent beaucoup de gens qui ne sont pas formés, qui, sous prétexte de journalisme, violent le code du numérique.
qui est là pour réprimer la cybercriminalité. C'est tout. Et vous le savez. Il y a un conflit entre ce code du numérique et le code du numérique. Quel conflit? Lorsque le code du numérique exclut de son champ d'application le statut du journaliste. Et j'aime bien donner un exemple. Un policier, un militaire sont formés et armés pour assurer la sécurité des Béninois. Voulez-vous qu'on ne punisse pas le fait pour un policier ou un militaire de se servir de cette arme pour aller perpétrer un cambriolage ou pour aller exécuter des gens? Ça devient une faute, il devient un mercenaire. Ce n'est pas parce qu'il a le statut de policier ou de militaire et qu'on lui a remis une arme en main qu'il est autorisé à se livrer à des actes criminels. S'il le fait, on le punit. Alors, de la même manière, non, il faut déjà qu'on s'entende. Le fait d'être journaliste ne vous autorise pas à diffamer, ne vous autorise pas à inventer l'information, ne vous autorise pas à propager des fake news. Si vous le faites, ce n'est pas votre statut de journaliste qui est en cause, mais c'est une délinquance qui est réprimée. Donc c'est à nous de faire la part des choses et de savoir où sont nos compétences. Si vous vous servez de votre fonction, de votre position, par exemple de ministre, pour détourner des sous, encore que c'est plus compliqué aujourd'hui, ou pour commettre des infractions, vous serez jugé pour les actes répréhensibles que vous avez posés. Et vous ne pouvez pas venir dire, ben, je suis ministre, on ne peut pas me juger. Ce n'est pas vrai. Même les corps qui sont couverts par un statut d'immunité, lorsqu'il y a infraction, on lève l'immunité. Donc, il ne faut pas confondre les notions. Nul n'est au-dessus de la loi. Eh bien, la liberté de la presse sera renforcée. Et comment sera-t-elle renforcée? Par les conditions que nous allons créer pour l'autonomie financière des médias, dont bien souvent les difficultés sont à l'origine des actes répréhensibles. Et concrètement, comment ça va se faire? Mais cette autonomie financière des médias. Mais l'autonomie financière, c'est qu'on va sortir les journalistes et les hommes de médias de la précarité qui consiste pour eux aujourd'hui à accepter n'importe quel per diem pour écrire n'importe quoi dans les journaux. Par exemple, c'est de permettre aux organes de presse d'avoir un budget propre à eux pour couvrir leurs besoins, payer leur personnel et nous livrer une information de qualité. C'est de réorienter et de densifier les différentes aides aux médias, les différentes aides publiques, parce que nous allons en donner. Oui, il est envisagé... Vous avez suspendu les aides aux médias, pas au bout de ces On n'a pas suspendu. Vous savez que pendant ce temps, pendant qu'on suspendait l'aide publique à la presse, on a quand même donné plus d'1 milliard aux partis politiques, estimant que ça vous contribue à l'animation de la vie démocratique. Vous n'allez pas comparer ce qui n'est pas comparable. On ne va pas comparer les poules et les canards. Je ne sais pas qui est poule et je ne sais pas, ce qui est canard. L'animation de la vie démocratique. Posez la question. Alors, nous, on va répondre. Oui. Ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est ce que j'appelle du saupoudrage. Il ne suffit pas de décréter une aide d'1 milliard qu'on distribue à des copains et à des coquins et dire qu'on est en train de venir en aide aux médias. Nous voulons une action plus absolue et plus générale et plus efficace. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Au lieu de donner 100 millions, 200 millions à des journalistes, à des copains, on va créer une agence, c'est une idée, une agence pour gérer l'aide publique aux médias. Ça passera par des budgets, des dotations, des budgets d'équipement, puisque tout est en train de changer. Il faut moderniser les infrastructures de production médias. Donc, on va aider les différents médias à s'équiper, à se former, à assurer leur formation permanente et continue. Les amener à nous donner des contenus beaucoup plus significatifs et substantiels que ce que nous rencontrons jusqu'à présent. Donc, là également, c'est une réorientation des paradigmes. Il ne s'agira plus de distribuer de l'argent à l'emporte-pièce qui n'atteint pas bien souvent la cible et qui ne permet même pas d'avoir les résultats escomptés. Et nous nous en sommes contentés pendant de nombreuses décennies. Dès qu'il y a la facilité quelque part, tout le monde s'engouffre et on ne fait pas le travail.
aujourd'hui et demain, ça va se faire de manière plus rationnelle et vous en serez satisfait. Il y a deux autres préoccupations, la question de la fiscalité des entreprises de presse et la question de la jouissance de la carte de presse. Les avantages que cela doit offrir, c'est resté en suspens au cours des 5 dernières années. Est-ce que vous avez pensé autrement à ces questions-là? Mais la première des choses, il faut que la presse soit elle-même organisée. Or, vous comptez en votre sein une majorité de gens qui n'ont rien à voir là. Il faut déjà réussir à assainir la corporation, à mettre de l'ordre, à parler d'une seule et même voix pour que nous puissions, dans la concertation, c'est aussi un nouveau mot pour les 5 années à venir. Tout ce que je suis en train de dire sera fait dans le cadre d'une concertation entre vos représentants, les représentants de la vraie presse, des vrais journalistes, et le gouvernement. On n'est pas là pour empêcher la presse d'exister, bien au contraire. Nous sommes un Bénin qui est en train de se révéler. Comment voulez-vous qu'on se révèle au monde entier sans le concours précieux de la presse? Nous allons parler de la diplomatie, monsieur le ministre. Vous avez revu un peu la carte diplomatique au cours des dernières années. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que quand on lit un peu le programme, on dit œuvrer, on dit opérationnaliser les postes d'ambassadeurs résidents ou itinérants, alors que des pays dans lesquels les ambassades ont été fermées, on a constaté que des compatriotes étaient en difficulté. Mais vous voulez aller le projet, vous voulez continuer dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qui est prévu véritablement au niveau de la carte diplomatique? Mais cette décision n'a pas été prise au hasard. La diplomatie, ce n'est pas forcément l'ouverture et le maintien d'un poste diplomatique si les choses peuvent se faire autrement. Je vais lever un coin de voile. Le travail que fait l'ambassade de France au Bénin n'est pas le même que ce que fait l'ambassade du Bénin à Paris. Ce n'est pas du tout le même travail. Mais je veux dire, l'ambassadeur de France au Bénin a une influence qui n'a rien à voir avec l'influence que peut avoir l'ambassadeur du Bénin à Paris. Vous allez constater que la plupart des grandes négociations se font au sommet de l'État. Et nos représentations diplomatiques n'ont pas encore eu suffisamment de charisme pour régler les problèmes qui se posent aux États centraux. Nous ne disons pas que nos ambassades ne servent à rien, mais nous avons constaté, surtout dans un contexte de rationalisation, que ces ambassades peuvent mieux fonctionner en étant itinérantes. Autrement dit, au lieu de payer un ambassadeur qui attend 1 ou 2 missions seulement dans l'année, alors que cet ambassadeur peut en faire 10 dans d'autres pays, on rationalise, on revoit la carte diplomatique. Mais il n'y a pas une baisse de notre représentation diplomatique. Il y a juste un changement de format. Et mon collègue des Affaires étrangères vous l'a expliqué suffisamment. Mais la preuve qu'il y a un amalgame, vous parlez de nos compatriotes qui sont dans ces pays. L'ambassade n'est pas là forcément pour ses compatriotes. Il y a des services consulaires qui s'occupent de ce genre de travail, de ce genre d'intérêt. Et ces services consulaires sont également redéployés pour mieux s'occuper de nos compatriotes. Donc ce n'est pas parce que nous avons rompu avec une tradition séculaire que les pays riches peuvent se permettre encore que ces pays rationalisent leur implantation. Nous faisons les choses à mesure de nos moyens et avec des solutions qui nous paraissent les plus efficaces, les plus opportunes pour notre rayonnement diplomatique qui ne sera pas réduit. Et avec tout ce que vous proposez, vous êtes, votre candidat est allé à la conquête donc des électeurs depuis quelques jours. La campagne elle se déroule visiblement bien, mais après le taux de participation, on en parle de plus en plus. Le président de la République lui-même, le candidat à sa propre succession, dans cette déclaration, on sent une certaine peur. Est-ce qu'on a peur que les gens ne sortent pas pour aller voter? Surtout lorsqu'en pleine campagne, on en arrive même à ajouter des pièces pour permettre aux gens d'aller voter. On n'ajoute aucune pièce, mon ami. Dans la carte d'identité scolaire. Dans tous les pays du monde, dans tous les scrutins qui sont organisés partout au monde, le taux de participation a toujours été une préoccupation. D'une part, parce que ce taux de participation est un baromètre de ce qui se fait. On n'organise pas une élection pour que les gens ne viennent pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que voter est certes un droit, mais c'est également un devoir. Vouloir un taux de participation élevé, c'est vouloir, par exemple, que
les Béninois, dans leur grande majorité, payent leurs impôts. C'est un devoir citoyen qui a toujours préoccupé pour toutes les organisations du scrutin. Et la chose doit avoir un retentissement encore plus particulier pour notre pays, dont les citoyens ont été pendant de nombreuses années privés du droit de vote. Souvenez-vous, enfin, pour ceux qui ont connu cette période révolutionnaire, on n'avait pas le droit de vote. Le droit de vote est de création récente dans notre système politique. Ce droit de vote... Oui, les gens trouvaient un mécanisme pour voter. Les gens trouvaient pas de... Il y avait des mécanismes quand même qui permettaient de choisir des délégués. Mais ce n'était pas le droit de vote, ce n'était pas le pouvoir au peuple. On disait pouvoir au peuple, mais ce n'est pas le peuple qui votait. Et quand on sait les luttes qui ont été menées dans le monde pour ceux qui ont acquis ce droit de vote, les sacrifices qui ont été consentis pour qu'on puisse avoir ce droit de vote, on n'a pas le droit de s'amuser avec cela. Donc, le fait d'inviter les gens à sortir, c'est de donner un sens patriotique à ce qui se fait. Pourquoi organiser les élections? Pourquoi prélever des dizaines de milliards de nos ressources auxquelles nous contribuons tous pour organiser des élections pour que les gens restent chez soi? Mais vous savez qu'on est dans un contexte où les gens estiment qu'il y a une partie de la classe politique qui est exclue. Ces électeurs. Mais quel genre? Quel genre? Le match est déjà plié. Non, s'il vous plaît. On voit qu'il n'y a pas vraiment de danger. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pratiquement pas de concurrent en face. Non, c'est vous qui le dites. Moi, je vois 3 duos. Un duo de la mouvance et 2 duos de l'opposition. C'est déjà satisfaisant pour un modèle démocratique. Quand vous dites les gens, vous entendez la majorité silencieuse? Nous sommes plus nombreux au Bénin à adhérer à cette dynamique, à trouver que notre pays est en train de s'améliorer. Pourquoi vous ne relayez pas l'approbation de cette quasi-majorité unanime? Et vous ne faites que relayer le bruit de quelques individualités. Il ne s'agit même pas de la minorité. Vous dites... Il y en a qui trouvent, des gens qui trouvent, c'est les populations qui trouvent que quelqu'un a été exclu. Vous avez quelques prétentieux qui pensent qu'ils sont les meilleurs politiciens au monde et qui trouvent même que les candidats en lice n'ont pas l'étoffe de candidats de l'opposition. Que voulez-vous que nous y fassions? Les réformes qui ont été opérées n'ont pas eu pour objet d'exclure qui que ce soit, mais tout simplement de créer des espaces de démocratie, révolutionner le système partisan qui a montré ses limites, un système partisan qui a échoué et qui, de l'aveu de l'unanimité des acteurs politiques, avait besoin d'être réformé. On est aujourd'hui allé vers de grands ensembles représentatifs des Béninois, c'est tout ce qu'on leur a demandé, et représentés sur tout le territoire pour quitter le système des micro-partis où vous avez des partis de quartier, de famille. Même dans une famille, vous avez 3 partis différents. Et pourquoi ces partis qui sont sans militants? Parce qu'on entretient la pauvreté de quelques-uns. Ces partis pour pouvoir aller s'asseoir à la table de négociation, racketter le pouvoir politique, exiger, s'imposer au gouverneur pour dire on va être DG Port, on va être tel ministre, on va être DG SBE, pour pouvoir aller voler les ressources et distribuer ce qu'on peut distribuer dans les gaspillages, se maintenir. Aujourd'hui, on dit non. Il faut que nous ayons des partis forts et plus des leaders forts. Alors, évidemment, ceux qui ont pour ambition et pour vocation de se servir de leur parti politique créé à la va-vite pour aller découper le Bénin ou voler les quelques ressources du Bénin, ne peuvent pas se trouver à l'aise dans ce schéma, puisque le débat dorénavant est collectif. C'est démocratiser la chose politique et les partis politiques que de les remettre dans les mains des militants. Les partis politiques ne doivent plus être l'instrument du seul homme charismatique qui fait la pluie et le beau temps, mais le dispositif est tel que chaque sympathisant, chaque militant aura son mot à dire. C'est une démocratisation plus qu'une exclusion. Maintenant, si les gens de mauvaise foi le prennent ainsi parce que ça n'arrange pas leurs affaires, c'est leur problématique.
Mais il ne vous appartient pas, à vous qui êtes intelligents, de relayer le bruit assourdissant de quelques oiseaux de mauvais augure sur un système qui fait fonctionner le maximum. Si vous êtes si sûr qu'il y a une majorité qui adhère donc à cette réforme, pourquoi est-ce que, enfin, parce que le candidat à sa propre succession, il veut parler de Patrice Talon, on sent qu'il a même dit, il ne demande pas aux gens d'aller voter pour le simple plaisir de faire un chaos, mais son objectif, on le sent, c'est qu'on ait un fort taux de participation. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Mais qu'est-ce qui cloche? Quand vous donnez un spectacle, entre guillemets, vous voulez qu'il y ait le maximum de spectateurs, n'est-ce pas? Mais on n'a pas besoin de forcer des gens mais pour aller... Qui force qui? On fait enfin, campagne? Pas forcer, mais cette mobilisation, oui, mais justement, quand on dit allez voter, on insiste. On demande carrément pardon, allez voter. Justement, ah oui, aller voter. De la même manière qu'on vous demande pardon de mettre un masque pour votre protection. Mais c'est des acteurs politiques responsables. Vous préféreriez que le président dise surtout n'allez pas voter et sortez avec des armes. Qu'est-ce qui est insensé dans le fait... Quand il y a une adhésion volontaire, on n'a pas besoin d'insister. C'est une sensibilisation. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Si ce pays n'est pas en train de tomber dans des travers, que l'on veuille que les Béninois aillent exercer le droit et le devoir pour lesquels on a mobilisé des milliards pour organiser cette élection présidentielle. 2019-2020, on a vu le taux de participation. Oui, on a vu le taux de participation. Oui, il s'est passé quoi? En 2019, on sait tous ce que ça a donné comme taux de participation. Oui, mais le taux de participation... Mais c'était faible. Mais il était faible pourquoi? Vous savez, vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire? C'est pourquoi je parle justement de contexte. Il était faible parce que des acteurs irresponsables ont menacé les Béninois. On dit, si vous sortez, on va vous gazer. Si vous sortez, on va vous asperger d'acide. Restez chez vous. Nous allons tirer. Voilà le terrorisme qui a prévalu en 2019. Et c'est ce terrorisme qui a eu raison de certains militants au préjudice de ceux qui ont appelé à boycotter ce vote et qui se sont plaints après d'avoir été exclus. Vous voyez comment ça se passe? C'est pour prévenir cela que les candidats sont parfaitement légitimes à rassurer les Béninois, à les inviter d'aller voter et de démentir et de mettre hors d'état de nuire ces délinquants déguisés en acteurs politiques. Ce n'est pas le terrorisme qui fait de la politique. Parce que vous oubliez dans vos commentaires, dans vos analyses, de restituer la vérité des faits. Et le paroxysme de ces incidents auxquels nous ne voulons plus assister, c'est qu'on a armé des gens. On les a drogués et on les a lancés à l'assaut de vandalisme et de destruction des édifices publics. Est-ce que c'est une belle manière de faire de la politique? Et vous trouvez normal de critiquer des candidats? Un président candidat qui invite ses concitoyens, ses compatriotes à aller non seulement jouir de leurs droits, mais exercer leurs devoirs citoyens. Il n'y a pas d'autre objectif derrière. Vous savez, je suis dans une position où je fais un peu attention quand même à ce que je dis. Que voulez-vous? Qu'il y ait un taux de participation élevé ou pas? La décision sera prise par ceux qui seraient allés voter. Donc, quand le président candidat incite les Béninois, les exhorte à aller voter, c'est pour qu'ils viennent s'exprimer. Et qu'ils viennent, pourquoi pas, confirmer ce que vous semblez dire, que le pouvoir est contesté. De quoi avez-vous peur? Si notre pouvoir, notre régime était contesté, la preuve sera faite le 11, c'est que les Béninois sortiront massivement. Avant le 11, demain c'est le 5 avril. Sortiront massivement pour aller désavouer. Pourquoi vous avez peur qu'ils ne sortent pas? Parce que nous, on est sereins, on sait qu'on travaille pour le bien-être des Béninois et que les Béninois nous le rendent très bien. Et on ne va pas se laisser distraire, on ne va pas se laisser divertir par les individualités. Je ne dis même pas la minorité, parce que la minorité, elle est respectable. Si nous avons 70% pour nous et 30% qui parlent un autre langage, nous sommes suffisamment responsables pour nous préoccuper de ces 30%. Mais si sur les 11 millions de Béninois, vous avez 2-3 individus qui ont des choses à se reprocher ou qui ont la prétention d'en savoir plus que tous les autres réunis, nous, on ne va pas se laisser divertir par cela. Vous êtes câblé sur le 11 avril, mais il y a vos adversaires, si je peux le dire comme ça, qui pensent que demain déjà, vous devrez normalement plier bagage, le 5 avril. Mais qui sont ces adversaires?
Parce que je n'ai pas entendu le duo Djemba-Humpé, qui est notre adversaire direct, ne pas vouloir aller à l'élection du 11. Vos adversaires ne sont pas en compétition. Mais qui sont nos adversaires? Il y a le parti, les démocrates, qui n'est pas candidat pour le conseil de l'élection. Mais si le parti, les démocrates estiment que... Irénée Agossa, il n'est pas démocrate. Vous savez, en tout cas, il n'est pas sur la bannière des démocrates. candidat. Il n'est pas candidat sur la bannière des démocrates. Mais aujourd'hui, demain, c'est 5 avril. Mais écoutez... Fin du mandat, le parti ça n'a prêté serment. Mais qui 6 dit avril, ça? et demain, c'est le 5 avril. Qu'est-ce que ça vous dit? Le 5 avril n'a aucune existence légale. Nous avons une constitution qui a un calendrier, et ce calendrier dit que c'est le 11 avril, le jour du vote. La constitution est écrite en français facile. Si les gens ne savent pas lire, c'est leur problématique. Mais vous savez lire, n'est-ce pas? C'est le 11 avril que ça se passe. C'est ce que notre constitution a décidé. Alors s'il y a des nostalgiques du passé qui pensent que ça doit se passer le 5 avril, pourquoi pas le 26 octobre, pendant qu'on y est, ou le 11 novembre? Il faut être sérieux et avancer, et ne pas faire polémique. Vous êtes serein par rapport à demain? Mais pourquoi ne serais-je pas serein? Et pourquoi les Béninois ne seraient-ils pas sereins? Pourquoi ne seraient-ils pas sereins? Vous allez vous laisser perturber ou divertir par des boucantiers qui ne sont pas consistants et qui ne savent pas apprécier les opportunités politiques à prendre. Nous, on est tranquille parce que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Le peuple a voulu de cette révision puisque elle a été faite sur initiative parlementaire et cette constitution est actée. Donc, nos regards sont tournés vers l'avenir des Béninois et pas vers le passé que nos détracteurs, plus que les opposants sont en lice, nos détracteurs veulent réduire à néant. Alors, votre équipe de campagne, on observe quand même qu'il n'y a pas cette symbiose-là. On a mis ensemble les partis. Et après, on constate qu'il y a une individualité. Le PRD qui est à part, l'UDBN qui fait sa campagne à part. C'est vrai que c'est pour la même personne, mais on ne sent pas cette symbiose au niveau de l'équipe de campagne qui devrait au moins être en symbiose. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous sommes parfaitement en symbiose. Le mot d'ordre, c'est que chaque parti organise son animation politique. Les partis sont autonomes. Et ces partis travaillent sous la responsabilité d'une coordination nationale de campagne. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que le PRD fasse des meetings. C'est justement ça, la diversité et la force dans l'union. Le PRD fait sa campagne, ce n'est pas anachronique. Moi, le Bénin fait sa campagne. Le Bloc républicain fait sa campagne. L'Union progressiste fait sa campagne. Je n'ai oublié personne, j'espère. Donc, c'est ce qui est établi, c'est ce qui a été arrêté. Et tout ça se fait dans le cadre d'une coordination nationale que dirige le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, avec une communauté, une communion de vues sur les affiches à placarder, sur les messages à faire passer sous différentes bannières. Donc il n'y a rien d'étrange. La symbiose est parfaite. Dans une même commune où on observe que UP est rangé quelque part, fait sa campagne à part, le Bloc républicain, alors que c'est pour la même personne, est-ce que, quand on parle de coordination, est-ce qu'il ne devait pas sentir quand même vous répétez, vous auriez peut-être voulu que les choses se fassent ainsi. Mais le choix qui a été fait est conforme à ce que voulait la coordination et à ce que voulaient les partis. Il n'y a pas de désobéissance. C'est comme ça que le système a été conçu et je ne pense pas que ça soit moins efficace. Chaque parti anime de son côté, mais dans la droite ligne tracée par la coordination nationale où tous ces partis sont représentés. Donc nous sommes parfaitement en symbiose. Une dernière question pour vous. Le duo Talon Talata a ouvert sa campagne à Cotonou. La clôture, ça va se faire où? Ça se fera certainement à Porto Novo. Ça sera certainement à Porto Novo, la capitale. Sauf changement de dernière minute. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure justement avec nous? Mais justement, rassurer les Béninois sur la sérénité qui doit être la leur pour aller le 11 avril voter dans la paix, la joie, l'allégresse. Je sais que leur opinion est faite, qu'ils savent que la gouvernance Patrice Talon a révolutionné ce pays, a encore de très belles années à faire vivre aux Béninois à travers les projets structurants contenus dans notre programme réaliste, le développement, ça y est. Donc ils sortent sans faire attention
aux quelques détracteurs qui ne veulent pas voir notre pays évoluer, qu'ils se prémunissent des gestes barrières parce que la pandémie est toujours là, donc qu'ils n'oublient pas leur masque, qu'ils n'oublient pas de se laver les mains à l'eau et au savon. Il y aura un dispositif aux abords des bureaux de vote et surtout qu'ils observent leur distance de sécurité, qu'ils y aillent, quelles que soient leurs activités le 11 avril, s'ils veulent aller au champ, s'ils veulent aller au marché, qu'ils aillent voter au préalable pour participer au développement que le Bénin est en train de connaître, un développement qui ne s'arrêtera pas quand ils nous auront confirmé la confiance accordée au président Patrice Talon en 2016. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Avec Arnaud Doumanhou, j'ai reçu pour vous Alain Orunla. Il a porté ici la parole du duo Talon-Talata. Avec lui, nous avons décrypté justement ce que propose ce duo pour 2021-2026. Merci d'avoir été là.